OK, d'accord. Donc, l'enregistrement est débuté. Donc, on va passer au travers de la portion exposée pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être ici. C'est un rappel que c'est un atelier interactif aujourd'hui. Puis, je vais vous présenter un outil de rétrospective que j'aime personnellement beaucoup, qui s'appelle Démarrer, arrêter, continuer. Alors, on s'est présenté un peu au début, mais on veut s'assurer de le faire une autre fois. Donc, je vous présente Cindy, qui sera la co-animatrice aujourd'hui. Elle est fortement impliquée avec l'Association québécoise de la douleur chronique, comme aujourd'hui dans les groupes d'entraide virtuels, aussi à l'animation des conférences provinciales. Puis, elle est maintenant aussi membre du conseil d'administration. En ce qui concerne sa formation, Cindy a œuvré au sein des professionnels de la santé à titre d'infirmière clinicienne, en plus de détenir de l'expérience en tant que gestionnaire, de formatrice et d'hypnothérapeute. Comme elle vous l'a mentionné un peu plus tôt, ayant vécu avec la douleur chronique depuis maintenant près de 4 ans, son implication bénévole pour la QDC lui permet à nouveau de pouvoir être auprès des gens, de les écouter et de les soutenir dans la bienveillance et dans l'accueil. Et je me présente, Émy Doucet. Je suis animatrice bénévole pour les groupes d'entraide virtuels comme celui qui vous est offert aujourd'hui par la QDC. J'ai aussi récemment commencé à m'impliquer avec le Réseau québécois de la recherche sur la douleur chronique à titre de patiente partenaire. Mes expériences professionnelles se rapportent plutôt à mes fonctions d'ingénieur chimique. J'ai travaillé au sein des Forces armées canadiennes, puis par la suite avec la fonction publique jusqu'en 2018. Je suis depuis en invalidité permanente. Euh, Depuis 2005 que je vis avec la douleur chronique, puis qui dit douleur chronique dit défi, autant du côté physique que psychologique. Mais c'est aussi une opportunité que j'ai vue de développer des outils. Puis je me sens à un bon moment dans mon cheminement que je suis en mesure de les partager. Puis c'est une des grandes raisons que j'ai commencé à m'impliquer avec la QDC. Donc justement, aujourd'hui, je vais vous partager un outil. Ça s'appelle Démarrer, arrêter, continuer ou vous en avez peut-être entendu parler en anglais, le Start, Stop, Continue. C'est un outil simple, mais il est très puissant. Il est utilisé habituellement dans la gestion de projets, de processus, parfois dans les relations interpersonnelles, mais comme vous allez voir aujourd'hui, on est capable de changer ça un petit peu puis de l'appliquer à notre développement personnel aussi. Ma première expérience a été justement dans le contexte de gestion de projet, mais j'ai rapidement vu un potentiel de l'appliquer au niveau personnel, autant au niveau de ma gestion de la douleur que dans mes objectifs et mes ambitions personnelles. Je voulais vous parler un peu des choses qui sont très importantes à noter. Le fait que c'est facile et simple, mais très efficace. C'est un outil qui est orienté vers l'action. Donc, le résultat va souvent être un changement de comportement. Donc, c'est très concret. Puis, j'adore le fait que ça peut être revisité à plusieurs reprises. On peut être très flexible avec soi-même. Puis, on trouve des moments opportuns, surtout des moments de transition ou quand on atteint des plateaux dans notre cheminement. Finalement, je veux prendre ce moment-là pour vous dire félicitations puis vous remercier de prendre ce moment-là. Tous les outils de réflexion, je trouve que c'est un super bon moment de prise de conscience en soi, de prise de contrôle sur certains aspects de notre condition. Donc, je trouve que c'est pas quelque chose à négliger. Donc, je vais commencer par vous expliquer brièvement chacune des parties. La première est démarrer. Cette partie-là consiste à identifier ce que vous devez commencer à faire. Ça peut inclure des nouvelles idées, des initiatives ou des actions que vous souhaitez mettre en place pour améliorer une situation ou atteindre un objectif. Par exemple, dans un contexte plus de projet, vous pourriez décider de commencer à organiser des réunions régulières avec votre équipe afin de faciliter la communication entre les membres. La question dans notre contexte sera plutôt axée sur le côté personnel. Donc, je vais vous inviter à penser aux réponses à la question
qu'est-ce que je souhaite commencer à faire ou mettre en place afin de veiller à mon bien-être. La deuxième partie est arrêter. Donc, comme elle le dit, on identifie ce qu'on doit arrêter de faire. Ici, on peut éliminer des activités, on peut éliminer des comportements qu'on trouve qui ne sont pas de bénéfice ou qui entravent à notre progrès. Un exemple encore dans un projet serait de constater qu'une méthode de travail ralentit la productivité. Vous pourriez décider d'arrêter et d'explorer d'autres approches à ce moment-là. La question dans notre contexte va être qu'est-ce que je souhaite arrêter de faire ou retirer de mon quotidien afin de veiller à mon bien-être. Et finalement, continuer. Alors, on identifie ici ce qu'on doit continuer à faire parce que ça fonctionne, parce que ça contribue à notre succès ou c'est quelque chose qu'on aime. Il s'agit de reconnaître et de renforcer les aspects positifs de nos actions et de nos processus actuels. Par exemple, quelqu'un qui travaille au service à la clientèle et qui reçoit des retours positifs sur son service client va vouloir continuer à offrir un excellent service. Dans notre contexte, on va se poser la question, qu'est-ce qui fonctionne et que je souhaite continuer à faire ou maintenir en place? En résumé, cette théorie-là nous encourage à réfléchir de manière critique à ce que vous faites, à identifier ce qui fonctionne pas et à prendre des mesures pour apporter des changements positifs. C'est un outil simple, mais très efficace pour stimuler l'amélioration continue dans divers aspects de la vie professionnelle et comme aujourd'hui, personnelle. Cet outil-ci se retrouve au sein d'un cycle complet de rétrospection. Alors, je vais vous inviter à suivre les étapes suivantes afin de bénéficier le plus possible de votre réflexion. Le cycle complet inclut le remue-ménage, trouver son pourquoi, j'en fais quoi, euh, établir des priorités et une planification, et finalement la réévaluation. Et dans cette portion-là, je veux vraiment souligner le fait d'être flexible avec soi-même. Et je vais en profiter pour passer au travers de chacune des étapes. Puis ensuite, on va prendre un moment pour réfléchir à des pistes de changement personnel. Donc, la première étape est le remue-ménage. La chose la plus importante qu'il faut avoir ici, c'est que c'est un exercice sans jugement. C'est important de suivre sa petite voix intérieure, son intuition. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Puis on n'hésite pas à comme, tout écrire. Il y a pas de format, il n'y a pas de grammaire, il n'y a pas de vocabulaire parfait. C'est juste pour vous, ça va être votre point de départ. Alors, le plus d'informations que vous mettez, le plus de potentiel qu'il va y avoir. C'est à ce moment-ci qu'on répond aux questions indiquées plutôt dans le démarrer, arrêter, continuer et aux différentes pistes de réflexion qu'on va discuter dans la portion plus échange de notre groupe d'entraide d'aujourd'hui. Ensuite, on fait un survol de ce remue-ménage-là et habituellement, on est capable de trouver des thèmes qui sont récurrents. Puis, pour chacun des items qu'on est capable d'identifier, on se pose la question, mais pourquoi c'est important pour moi? Puis surtout, pourquoi est-ce que c'est important à ce moment-ci de mon cheminement? Et dans cette étape-là, le but est de solidifier ses intentions et ses motivations. Habituellement, si les intentions et les motivations sont bien établies, le chemin vers l'avant est beaucoup plus facile. Alors, on a un remue-ménage, un survol. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Euh, c'est la base parfaite pour des objectifs SMART. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des objectifs SMART. Je vais me permettre de faire un petit survol du concept. Si c'est nouveau pour vous, une recherche très rapide là, sur Internet va vous donner beaucoup de ressources. Il y en a beaucoup en anglais, mais il y en a beaucoup en français aussi. Donc, je fais un survol aujourd'hui. S'il y a des questions plus spécifiques, on en discutera. Mais comme je vous dis, il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles en ligne pour ça. Donc, SMART. SMART, c'est l'acronyme. Euh, Puis, c'est un moyen
de définir des objectifs qui sont clairs et réalisables. Donc, chacune des lettres euh, représente un critère. Le premier, le F, est pour spécifique. Donc, les objectifs doivent être clairs et précis, décrire exactement ce que vous voulez accomplir. On va y aller plus dans un contexte de travail, là, mais un exemple serait d'augmenter les ventes de 10% pendant un semestre. C'est beaucoup plus spécifique que dire augmenter les ventes. Ensuite, le M est pour mesurable. Donc, les objectifs doivent être mesurables afin que vous puissiez évaluer votre progrès. Il doit y avoir un moyen objectif de déterminer si vous l'avez atteint ou non. Donc, si on revient à nos années d'études, obtenir une note de 85% ou plus à l'examen final serait un exemple d'objectif mesurable. Le A est pour atteignable. Donc, les objectifs doivent être réalistes et réalisables. Ils doivent être ambitieux, mais également atteignables avec les ressources qui sont disponibles à ce moment-ci. Par exemple, si on parle d'un restaurant en ce moment, de dire une augmentation de 50% des ventes en une semaine, ce serait peut-être pas réalisable dans le contexte présent pour quelqu'un. Le R est pour relevant. J'ai essayé de trouver un mot en français qui commençait par R pour venir chercher, j'ai pas été capable. Le meilleur mot que j'utiliserais est pertinent. Donc, les objectifs doivent être pertinents par rapport à vos valeurs, à vos priorités, puis à vos objectifs globaux. Ils doivent contribuer à l'accomplissement de quelque chose qui est significatif pour vous. Faire un objectif juste pour dire qu'on en a fait un, la motivation ne sera peut-être pas au rendez-vous. Et finalement, le T est pour temporellement défini. Donc, les objectifs d'avoir une échéance claire et définie. Cela nous permet de rester concentrés sur nos efforts, puis de voir un peu le bout. On se dit pas, puis habituellement, on veut pas l'avoir trop loin non plus. On veut se garder une motivation et un moment pour revenir sur notre objectif. Et on espère que c'est un objectif qu'on a réussi à réaliser. Donc, en résumé, le S, c'est pour spécifique, être aussi précis et concret que possible. Le M, mesurable, pour déterminer des objectifs quantifiables. Le A pour atteignable, s'assurer que les objectifs sont à la portée des moyens à notre disposition. Le R pour relevant ou pertinent, vérifier que les objectifs contribuent à l'accomplissement de quelque chose de significatif. Et le T pour temporellement défini, il est important d'avoir une échéance ou un moment pour évaluer l'atteinte de l'objectif en question. Avec cette approche dans la mise en place d'objectifs, vous pouvez créer des objectifs qui sont clairs, réalisables et alignés sur vos objectifs globaux. Personnellement, j'aime attribuer un niveau de confiance à chacun de ces objectifs ou à mes ambitions. C'est pas nécessaire, mais quand on est capable de prioriser ceux qui ont une note de, disons, 8 et plus, on se donne beaucoup plus de chances de succès et d'accomplissement. Puis si j'ai un moment que mon objectif est plutôt de 5-6, mais là, je me demande, est-ce qu'il y a une possibilité de diviser cette tâche-là, de réduire l'intensité ou d'ajuster mes attentes? Donc, un exemple de ça, j'ai tout le temps l'ambition de retourner à la piscine. Donc, si je me dis, je vais aller à la piscine 4 fois par semaine pour les 2 prochaines semaines et que je suis très honnête envers moi-même, mon niveau de confiance va être un 4. C'est peut-être pas un objectif que j'aimerais me fixer pour l'instant. Ça peut être mon objectif à long terme. Mais à court terme, si je veux avoir un objectif SMART, je me dirais, OK, ben, j'aimerais aller à la piscine une fois la semaine prochaine. Mon niveau de confiance est beaucoup plus élevé. Là, je me sens, OK, un 9. Il y a encore des obstacles, mais je suis en confiance de le réaliser. Alors, on a une belle banque d'objectifs après cette étape-là. Puis, ça peut avoir beaucoup d'effets.
On a d'un côté les gens qui vont être très motivés, qui vont se sentir prêts à tout attaquer de tous les angles. Puis ensuite, tu as des moments où est-ce qu'on se sent plus intimidé avec la charge, où on se sent peut-être pas en pleine capacité de le faire ou découragé même. L'étape de priorité et planification est importante afin d'éviter justement qu'on se surcharge si on a un aspect plus motivé ou calmer notre anxiété si ça nous semble un peu plus intimidant. Donc, les questions à se poser à ce moment-ci, euh, quels sont les objectifs ou les thèmes qui ont le potentiel d'avoir le plus d'impact positif à ce moment-ci? Quels objectifs me demandent le moins de coordination, le moins de logistique, le moins d'apport d'extérieur ou sur lequel j'ai le plus de contrôle? Puis surtout, quels aspects qui sont importants pour moi à ce moment-ci de ma vie, de mon cheminement ou de mon rétablissement? Puis c'est aussi un moment où est-ce que je prends le temps de regarder un peu le return on investment, qui est un terme financier de rendement sur l'investissement, qui nous permet de regarder un peu la valeur apportée par rapport à nos investissements. Donc, je vais faire un petit survol de ce concept-là. Donc, le rendement sur l'investissement, c'est un terme et concept financier. Euh, puis même, je suis très consciente qu'on ne discute pas de finances ici, mais on peut l'utiliser afin d'évaluer l'efficacité et la rentabilité de nos efforts. Imaginons qu'on se fixe un objectif personnel. Je veux apprendre une nouvelle compétence. Je veux améliorer ma condition physique. Je veux démarrer ma propre entreprise. Vous devez investir du temps. Il y a de l'énergie, de l'effort. Il y a sûrement de l'argent qui est impliqué aussi. Le rendement sur l'investissement vous aide à évaluer, prendre un peu de recul, puis de voir si ces investissements-là valent la peine. Est-ce que, une fois que ça va être accompli ou gagné, ou peu importe, est-ce que les efforts que vous avez mis en place pour ça valent la peine? Donc, par exemple, vous investissez plusieurs mois à apprendre une nouvelle compétence. Vous pouvez évaluer votre rendement comme une augmentation de salaire, des nouvelles opportunités personnelles ou professionnelles, ou beaucoup plus qualitatif, une satisfaction personnelle accrue. Le calcul du rendement peut être justement qualitatif, donc quelque chose qui n'est pas concret ou chiffré, ou quantitatif dans certains cas, mais il vous permet de prendre des décisions qui sont éclairées sur la manière de prioriser vos efforts, de maximiser les résultats dans la poursuite de vos objectifs personnels. En gros, il s'agit de s'assurer que les efforts qui sont investis dans l'atteinte des objectifs produisent des résultats qui sont significatifs et bénéfiques dans votre vie. Et finalement, c'est pas un tour et on a tout fini. Souvent, c'est important de faire un retour sur une base régulière. Puis, je vois pas ça comme étant une charge additionnelle. Je vois plutôt ça comme étant un moment de flexibilité, un moment d'autocompassion. Euh, on peut ajuster en cours de route. On peut accepter le changement. On peut se permettre d'avoir des attentes qui sont réalistes, puis on doit considérer le moment présent, le contexte présent, puis ça peut changer d'une journée à l'autre. Des fois, ça va être d'une heure à l'autre. Donc, il n'y a rien qui est coulé dans le béton, ça vous appartient. Vous n'avez pas de compte à rendre. Donc, utilisez-les comme un outil, pas comme un devoir ou comme un travail. Puis aussi, des fois, c'est une opportunité qui se présente. Puis là, on saute dessus, on y va, on prend la balle puis on court avec. Donc, justement, le cycle peut se reproduire plusieurs fois. Euh, c'est comme ça vous convient ou comme que c'est nécessaire. Comme tous les outils de rétrospective, il y a un grand potentiel de changement de comportement et d'améliorer une situation, mais il est important de l'utiliser de manière flexible et sans s'imposer de pression.
Ce que j'aime particulièrement du démarrer, arrêter, continuer qu'on discute aujourd'hui, puis qu'on va avoir la chance d'explorer un peu ensemble tantôt, c'est qu'on fait pas simplement ajouter des choses à notre liste de trucs à faire, qui est déjà souvent très longue ou très intimidante. On prend plutôt le temps de faire on prend le temps de faire un ménage. On continue ce qui fonctionne, on retire ce qui fonctionne pas, puis si on voit un potentiel, là, on ajoute. Donc, c'est un survol très rapide de l'outil et du cycle de rétrospection, excusez-moi. J'espère que j'ai su piquer votre curiosité et que vous allez être des nôtres pour le moment de réflexion et de partage qui va suivre. J'ai préparé des questions, des petites pistes de réflexion pour chacune des parties de l'outil et j'ai bien hâte de vous le partager et d'entendre les partages qui vont suivre. Mais cette partie-là va être faite hors en plus activement participer. Si vous avez des partages, des retours sur la discussion, des choses qui ont résonné ou des choses à ajouter, vous êtes les bienvenus à le faire. Mais avant d'aller dans cette portion-là, je vais prendre le temps de répondre à quelques questions s'il y en avait sur la portion plus exposée d'aujourd'hui. Puis si vous préférez attendre après l'enregistrement pour le faire, il n'y a aucun problème.